France Fanon aujourd'hui, qui est notre deuxième slide. Alors France Fanon aujourd'hui, alors moi si je peux parler personnellement du personnage de France Fanon, la manière dont je l'ai appréhendé avant, je n'aimais pas France Fanon avant. Quand j'avais le début de la vingtaine, j'ai commencé à lire France Fanon, Peau noire, masque blanc, premier chapitre, le noir et le langage. J'ai commencé à lire tout de suite, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'il racontait de point de vue d'un Antillais, de quelqu'un des îles. Moi je venais de mon pays en Afrique. Il racontait la manière dont, dans ce chapitre-là, dont on voulait mieux s'exprimer, enfin, comment les Noirs des Antilles, Guadeloupe, Martinique, etc., voulaient ressembler aux Blancs, on va dire, en travaillant la langue, en fuyant le petit nègre, la langue créole, qui était quelque chose qui était méprisé comme ça, dans une sorte de dichotomie, qui était le langage inarticulé des Noirs. Et moi, en fait, j'ai lu ça tout de suite. Je me suis dit, bon, c'est quoi ce truc? Ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté de le lire. Et puis, donc ça, c'était dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je me suis rendu compte, en fait, que la plupart de la panafricano-kémito-manisphère, enfin, tous ces gens-là que vous connaissez, évoquaient toujours France Fanon, avec les deux seules phrases qu'on entend tous les jours de France Fanon. Probablement que vous avez entendu ces phrases. Tout le monde connaît cette phrase. Je ne sais pas si le trois quarts des gens qui les prononcent ont déjà lu ces phrases-là. Donc, ce sont les deux phrases que j'ai mis ici, que vous connaissez probablement. Donc, la première phrase, c'est souvent repris par Kémy Séba notamment. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Alors ça, c'est une phrase qui vient des damnés de la Terre, qui est la première phrase du chapitre 4, voilà, que tout le monde reprend comme ça, vraiment sorti du contexte, recollé chacun à sa sauce avec son contexte, etc. Et puis après, on a la phrase « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Congo ». Alors cette phrase-là, elle est reprise par de Mobutu, qui aimait reprendre cette phrase. Vous tapez Mobutu, je sais pas moi, RDC, Congo, revolver, France Fanon, vous allez retrouver Mobutu en train de sortir cette phrase, alors que c'était vraiment, c'était la dernière personne qui devait sortir cette phrase. Donc de Mobutu à Alain Foka, donc qui nous sort les vidéos maintenant, maintenant qu'il est indépendant, il est parti de RFI, qui nous sort cette phrase tous les 2 jours également. Donc vous voyez à peu près, et c'est toujours que ces deux phrases qui sont répétées de France Fanon. Alors que vous allez voir, en fait, France Fanon, son œuvre, elle est beaucoup plus profonde que ça. Et en fait, ces deux éléments m'ont personnellement restreint, m'ont créé une sorte d'inhibition. Enfin, vraiment, je n'avais pas envie de découvrir le personnage, etc. Et donc après, dans le cadre de la chaîne, Comprendre l'Afrique, etc., il faut bien avoir une vision holistique quand on parle du panafricanisme. Vous savez que j'ai pas mal étudié le panafricanisme, j'ai fait des chroniques dessus au début de la chaîne, j'en ai parlé au début même de cette vidéo, les différents courants du panafricanisme, etc. Et dans une vision holistique, il faut avoir, on va dire, l'histoire complète. Et donc c'est dans ce cadre-là que je me réintéresse à France Fanon, et donc je lis donc les deux ouvrages, Peau noire, masque blanc, et Les damnés de la... France Fanon aujourd'hui, qui est notre deuxième slide. Alors France Fanon aujourd'hui, alors moi si je peux parler personnellement du personnage de France Fanon, la manière dont je l'ai appréhendé avant, je n'aimais pas France Fanon avant. Quand j'avais le début de la vingtaine, j'ai commencé à lire France Fanon, Peau noire, masque blanc, premier chapitre, le noir et le langage. J'ai commencé à lire tout de suite, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'il racontait de point de vue d'un Antillais, de quelqu'un des îles. Moi je venais de mon pays en Afrique. Il racontait la manière dont, dans ce chapitre-là, dont on voulait mieux s'exprimer, enfin, comment les Noirs des Antilles, Guadeloupe, Martinique, etc., voulaient ressembler aux Blancs, on va dire, en travaillant la langue, en fuyant le petit nègre, la langue créole, qui était quelque chose qui était méprisé comme ça, dans une sorte de dichotomie, qui était le langage inarticulé des Noirs. Et moi, en fait, j'ai lu ça tout de suite. C'est la fameuse question de l'identité noire, l'identité négro-africaine. Donc vous avez Cheikh Anta Diop, tout et tout. France Fanon, France Fanon, sa position sur cette question est exactement la nôtre. C'est-à-dire, il dit que il comprend qu'à une certaine période, à cause de ce discours dénigrant sur les Noirs aient eu besoin de créer une identité qui regroupe tous les Noirs, une identité négro-africaine, à une certaine époque, mais qu'aujourd'hui, ça ne se justifie pas. Et quand il dit aujourd'hui, il parle de 1960. Ça vous montre à quel point il est précurseur. Il dit que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir un discours progressiste, un discours de prise en main du réel. Donc il donne des solutions dans le chapitre 3 et 4 du livre, des outils de prise en main, alors on pourra discuter de ça après si vous voulez, des outils de prise en main réels qui va leur permettre de se sortir de la situation actuelle, plutôt que se réfugier dans une exaltation de ce que les ancêtres ont fait,
Donc, c'est toute la hype de la culture négro-africaine hein, qui continue jusqu'à aujourd'hui, etc. Ce qu'on appelait, donc il y avait l'eurocentrisme, l'afrocentrisme, etc. Pourquoi? Parce que en réalité, le nègre, en faisant ça, il veut répondre à l'Européen avec, comment dire, sur le même niveau que l'Européen, lui, a créé ce discours. En voulant dire que non, en réalité, la civilisation nègre était supérieure, l'Égypte antique était supérieure, etc. En réalité, le noir, celui qui dit ça, est toujours dans cette logique d'opposition et cette logique comment dire, de discussion en fait, dans sa tête, il est toujours aliéné. Donc, dans cette aliénation, il veut toujours répondre aux Blancs en lui expliquant, mais regarde, moi aussi j'ai mon histoire, mais d'ailleurs, mon histoire est supérieure à la tienne. D'ailleurs, le grec est venu prendre en Égypte. D'ailleurs, regarde. Alors que pour lui, il dit clairement à la fin de son livre, alors je dis ça avec mes mots, il est sorti totalement de ça. Il n'a pas besoin de ça. Il est un individu libre qui est en construction d'un projet. Et il dit que ce serait bien de découvrir, et c'est bien de découvrir qu'il y a eu une civilisation négro-africaine qui a fait de grandes choses. C'est très bien. Et ça permettrait un gros travail historique, etc., etc. Mais sur la prise en main du réel aujourd'hui, ce travail ne permettrait pas aux gens d'être plus productifs, ne nourrira pas le paysan, etc., etc., etc. Et tout est dans le livre. Tout est dans le livre. J'ai les passages, j'ai les pages dans ma tête. Et donc, je pourrais citer tout à l'heure. Mais bon, ça fait 1h45, j'ai été très long, je vais m'arrêter là. Donc, salut Ethiomo, si tu es connecté, je vais rendre la parole, prendre un verre et je te donne la parole. Et d'ailleurs, juste en parenthèse, donc je vais juste citer la citation que j'ai mis pour résumer ce que je viens de dire. Donc ça, c'est une citation qui est prise donc, dans Peau noire, masque blanc. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « seront des aliénés, nègres et blancs, qui auront refusé de se laisser enfermer dans la tour substantialisée du passé. » Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Parce que quand vous répondez en disant que oui, en réalité, ma culture était primordiale, était supérieure, etc., vous êtes encore aliéné. Parce que vous n'avez pas refusé de vous enfermer dans la tour substantialisée du passé. Et l'aliénation, une fois, pour conclure, l'aliénation ne touche pas que les Noirs, mais aussi les Blancs, parce que l'un est aliéné, enfin les deux sont aliénés à cause de cet inconscient collectif qui a été créé, comme j'ai expliqué, sur le discours, sur le noir, etc. Et donc, il y a de l'aliénation de part et d'autre. Et donc, il explique très bien, seront des aliénés, nègres et blancs, qui auront refusé de se laisser enfermer dans la tour substantialisée du passé. Repartez dans mon live sur les raisons culturelles du retard de l'Afrique. Vous prenez le passage où j'explique, je pense que il n'y a pas de violence, européenne, il n'y a pas d'arriération noire, etc. Vous repartez lire certains passages de Frantz Fanon, vous allez voir, c'est très similaire, c'est très comparable. Et donc ça, c'est juste pour expliquer que Frantz Fanon n'est pas ce panafricano-kémito qui dit chaque génération doit dans une relative opacité, découvrir. Non, ça, c'est juste des phrases qui sont récupérées. Ce n'est pas un pro-kémite de la civilisation afro, de retour de la civilisation négro-africaine. Non. Je pense que par décence, il n'attaque pas directement, il ne cite pas Cheikh Anta Diop directement. Il évoque, mais dans un autre cadre, etc. Mais il faut bien comprendre l'esprit de l'auteur. Les textes sont là et on peut en discuter. Voilà. Donc, je te rends la parole. Merci, Ethiomo, d'avoir pris encore quelques minutes. À toi la parole. Salut Afro, j'aimerais commencer par dire que c'est une excellente présentation et un sujet qui peut nous amener dans les méandres de tout ce qui se fait comme imposture actuellement dans le débat, où les gens surfent sur des vagues, cherry-pick ici et là quelques phrases choc comme slogan, sans en comprendre le contexte, ni toute la riche école qui les a vus naître. Et ça, pour moi, je pense que c'est tout ce qu'on peut faire de plus bas pour créer une masse de jeunes totalement lobotomisés, abrutis à une vitesse infernale. Parce que ce sont des slogans et des extraits de phrases faciles et de belles formules qui se retiennent bien et qui évitent de faire le travail de compréhension et de réflexion lourde qu'il y a derrière et qui a vu émerger comme des moments de fulgurance inspirationnelle, telle ou telle formule. Mais tout le travail monstre qu'il y a derrière, les gens ne feront jamais l'effort d'aller comprendre et d'aller creuser ça et de remettre tout ça dans le contexte large. Et je pense que beaucoup ne saisissent même pas les connexions subtiles et les jalons disséminés ici et là dans
toute l'écriture même de Fanon. Donc, les gens restent sur ces formules-là. Moi, c'est la compréhension que j'ai et le commentaire que j'ai, parce que je commence par le premier livre. Le deuxième, je l'ai dans ma bibliothèque numérique. Tout à l'heure, je vais revenir dessus pour quelques extraits, mais je commence par le premier, ici. Voilà. Peau noire, masque blanc. Il ne faut pas être un acharné de la lecture. Il ne faut pas aller plus loin. Dès la page 9, qu'est-ce que Fanon dit? Fin de la page 8 à la page 9, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ténacement, nous interrogerons les deux métaphysiques et nous verrons qu'elles sont fréquemment fort dissolvantes. Nous n'aurons aucune pitié pour les anciens gouverneurs, pour les anciens missionnaires. Pour nous, celui qui adore les nègres est aussi malade que celui qui les exècre. Inversement, le noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. Dans l'absolu, écoutez bien cette phrase, dans l'absolu, le noir n'est pas plus aimable que le tchèque. Et véritablement, il s'agit de lâcher l'homme. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus universaliste que ça? Voilà un résumé de quelqu'un qui ne tombera jamais dans l'aveuglement identitaire de base, qui fait dérailler justement, qui fait sortir la dialectique hegelienne de sa possibilité de dépassement pour s'enfermer dans un cul-de-sac, dans un circuit fermé où on tourne en boucle dans des démonstrations idéalistes, superstructurelles, infructueuses. C'est ça, l'exhiber, chacun exhibe sa culture. Mais il s'agit d'avoir emprise sur le réel, de prendre le réel, de s'intéresser au réel pour avoir cette voie de dépassement possible dans justement la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave. Et ça, il ne faut pas aller loin. Dès la page 8, on voit déjà la chose ici, en résumé. Ce qui montre bien que les gens citent des choses, mais ils citent des phrases, mais ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Ça, c'est un petit livre qui fait 188, 189 pages. 196, allez, 200 ronds. Et vu que, excuse-moi de te couper, vu que tu es dans la lecture, il y a juste un petit passage que je vais compléter qui est justement complémentaire à ce que tu dis sur cette extra fierté par rapport à la culture, etc. Et le fait dans cette dichotomie de part et d'autre. Et c'est la conclusion en fait, du même livre que tu es en train de lire tout à l'heure. Et en fait, donc, le dernier chapitre s'appelle En guise de conclusion. Et si vous allez page 187, il dit que surtout, et c'est clair, que surtout l'on nous comprenne. Nous sommes convaincus qu'il y aurait un grand intérêt à entrer en contact avec une littérature ou une architecture nègre du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Nous serions très heureux de savoir qu'il exista une correspondance entre tel philosophe nègre et Platon. Mais nous ne voyons absolument pas ce que ce fait pourrait changer dans la situation des petits gamins de 8 ans qui travaillent dans les champs de canne en Martinique ou en Guadeloupe. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme, puisque son destin est d'être lâché. La densité de l'histoire ne détermine aucun de mes actes. Il parle pour lui. Je suis mon propre fondement. Et c'est en dépassant la donnée historique, instrumentale, que j'introduis le cycle de ma liberté. Le malheur de l'homme de couleur est d'avoir été esclavagisé. Le malheur et l'inhumanité du blanc sont d'avoir tué l'homme quelque part. Sont encore aujourd'hui d'organiser rationnellement cette déshumanisation. Mais moi, l'homme de couleur, dans la mesure où il me devient possible d'exister absolument, je n'ai pas le droit de me cantonner dans un monde de réparation rétroactive. Moi, l'homme de couleur, je ne veux qu'une chose, que jamais l'instrument ne domine l'homme, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi par un autre, qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme où qu'il se trouve. Le nègre n'est pas plus que le blanc. Tous deux ont à s'écarter des voies inhumaines qui furent celles de leurs ancêtres respectifs afin que naisse une authentique communication. Avant de s'engager dans la voie positive, il y a pour la liberté un effort de désaliénation. Un homme, au début de son existence, est toujours congestionné et noyé dans la contingence. Le malheur de l'homme est d'avoir été enfant, etc., etc. Je pense que, je dis, on ne peut pas faire plus clair. Le texte est limpide, clair. Il n'y a pas de long tourloupe pour faire de l'intellectualisation qu'on ne comprenne pas. On va dire oui, mais c'est ton interprétation. Le texte est clair. C'est affligeant. C'est affligeant parce que, en fait, aujourd'hui, on est dans un renversement de toutes les valeurs. C'est-à-dire que celui qui s'approprie sa vie et qui affronte sa vie à la vue des défis que la réalité objective du monde s'impose à lui et qui se saisit de l'outil technique s'il le faut, qui se saisit de tout ça, tous les instruments de la vie pour justement obtenir en quelque sorte déjà
son autonomie, à la fois son autonomie de penser, de réfléchir, de donner son avis, de construire son monde. C'est un tel profil qu'on accable du nom de aliéné. Or, justement, lui, il est dans une activité d'être en possession de sa vie, puisqu'il est en train de créer sa vie.